Tenet, spoiler alerte. Alors Tenet, on est d'accord, c'est un film où il faut être ambidextre du cerveau. Pour comprendre Tenet, il faut savoir faire une chose. Alors déjà, fais un carré avec ta main droite, comme ça. Voilà. Comme ça. Dessine un carré. Avec ta main gauche, tu fais un rond. Comme ça. Voilà. Maintenant, avec tes deux mains, tu fais tout en même temps. Le carré et le rond, vas-y. C'est difficile, hein. C'est impossible à faire. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne avec David, Film Talker, que vous connaissez très certainement, qui a une chaîne cinéma aussi. De toute façon, voilà, on vous mettra tous les liens en description de vidéo. Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui pour parler de Tenet, avec spoiler cette fois-ci, parce que alors toi, t'as fait une critique aussi sur ta chaîne, on t'a fait une petite partie spoiler, donc là justement ça va nous permettre de pouvoir parler de bien plus de choses, et on est aussi très fan de Christopher Nolan, on a fait aussi d'ailleurs tous les deux des tops qu'on vous invite à aller découvrir ensuite sur Nolan, donc mon top 10 et ton top 10 aussi du coup, et voilà, aujourd'hui on avait envie de se retrouver pour parler de Tenet avec spoiler. Qu'est-ce que toi, du coup, pour te donner la parole, qu'est-ce que t'as pensé de Tenet globalement ? Alors écoute, déjà j'ai envie de te dire merci de m'avoir invité sur ta chaîne, ça me fait plaisir. Et qu'est-ce que j'ai pensé de Tenet? Eh ben écoute, donc je suis allé le voir 2 fois. Oui, voilà, alors oui ça aussi, parce qu'on fait cette vidéo avec bien plus de détails, on a vu le film plusieurs fois, donc toi 2 fois, et j'ai été le voir 3 fois, moi aussi en une semaine, donc voilà, ça nous permet de pouvoir digérer la chose et de aussi nous faire un retour. Est-ce que ce film a besoin d'être vu plusieurs fois pour être compris? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? On va parler de tout ça. Alors oui, je pense que c'est un film clairement qui a besoin d'être revu plusieurs fois pour vraiment essayer de décrypter en fait le fonctionnement, le mécanisme de son concept, parce que moi c'est ce que je disais dans ma critique initiale, c'est que au premier visionnage, je trouve que c'est quand même très difficile de décrypter, de comprendre la lisibilité des scènes d'action. Et même encore une deuxième fois, enfin même après un deuxième visionnage, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on ne comprend pas forcément plus certaines... en fait, la physicalité des scènes d'action et surtout le final, quoi, qui est voilà, la dernière scène d'action qu'on appelle tous le mode Call of Duty. Le gros Call of Duty. Voilà, et qu'on ne comprend pas. Moi, voilà, j'ai vu une deuxième fois, j'arrive pas à... C'est illisible, j'arrive pas à suivre en fait. On comprend, c'est-à-dire que on a compris le gros du film, on arrive à comprendre ce que le film veut nous raconter, où est-ce qu'il veut aller, etc. Mais c'est dans les détails, c'est vraiment dans l'appréhension du fonctionnement de son concept temporel où je trouve ça très complexe à suivre, et du coup même quand on a compris, parce que là on l'a vu 2e fois, tu l'as vu 3 fois, même si maintenant on arrive un peu plus à assimiler comment fonctionne son concept, j'ai pas trouvé que ça n'a pas forcément rehaussé le film pour moi, parce que les problèmes persistent, à savoir le manque d'émotion, le manque d'humanité des personnages, qui finalement, moi le gros problème que j'ai avec ce film, c'est que quelque part, il y a un truc sur le déterminisme qui aurait pu être intéressant à développer, parce que voilà, on parle de voyage dans le temps, on parle de passé, présent, futur, les personnages qui sont enfermés dans des boucles temporelles, etc. Ça aurait pu être intéressant, mais finalement, je trouve que c'est pas tellement exploité cette thématique-là. Et du coup, ça rend un film assez froid, et avec des personnages qui sont, oui, prédéterminés, qui sont, on va dire, comme sur des rails, quoi. Tu vois, ça sort pas des rails. Ils sont, c'est comme des machines qui sont programmées à aller voilà, à faire une boucle, quoi, qui sont programmées à aller dans un sens ou dans un autre. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de libre arbitre qui nous aurait permis vraiment de nous attacher à des personnages et à les rendre intéressants, en fait. Et juste, je termine sur un truc, c'est qu'on compare énormément Tenet avec James Bond, parce qu'effectivement, il y a toute cette dimension de film d'espionnage vraiment à la James Bond, avec des personnages qui sont caractérisés comme dans un James Bond, c'est-à-dire un gros méchant, pas content du tout, voilà, et qui est voilà, assez caricatural, mais bon, soit. Et puis un héros qui est pareil, caractérisé comme dans un James Bond, c'est-à-dire c'est un agent secret ultra doué, mais dont on ne connaît rien, on ne sait rien de lui, on ne connaît pas son background, son passé, etc. Son prénom. Ni même son prénom. Mais à la différence, pourquoi un James Bond finalement ça peut paraître meilleur que Tenet, c'est que finalement James Bond, même si on ne connaît rien de lui, eh ben, il a une dimension humaine. Il a une dimension humaine de par les choix qu'il va faire durant sa mission. Tu vois, il va pas forcément suivre les ordres, il va prendre des décisions, il va faire des choix.
Et puis surtout, il va s'amuser avec tous les gadgets qu'il a. Il y a vraiment quelque chose de ludique dans un James Bond, alors que là, je trouve que c'est pas ludique, c'est pas forcément amusant comme pouvait l'être Inception. Bah, ça, on le compare beaucoup à Inception, de toute façon. Enfin, au niveau du concept, c'est un concept qui va être un petit peu farfelu comme Inception, sauf qu'Inception te prend bien plus par la main. Ah oui. Que Tenet, et ce qui fait que lorsque tu ressors du premier visionnage, bon, si t'as pas mal à la tête, t'es un petit peu un martien, quoi. Parce que moi, j'y suis allé, alors la deuxième fois, j'y suis allé avec 5-6 personnes, et pareil, personne n'avait compris, personne n'avait suivi le truc, et il y a un moment, de toute façon, au final, où t'arrives et tu dis, bon, de toute façon, j'ai rien compris, donc on suit, il y a des belles images, il y a des belles explosions, oh, ça va à l'envers, c'est cool. Ouais. Mais après, voilà, en termes de plaisir, il y a plein de personnes qui ont été dégoûtées de Tenet suite à leur premier visionnage, parce qu'ils ont eu un petit peu l'impression d'avoir été pris pour des cons durant toute la séance. Hein. Oui, t'as vraiment l'impression d'être un con à la sortie, C'est ça, voilà. À ta première fois, ça peut être le cas. Alors, moi, du coup, comment est-ce que j'ai appris... Alors, moi, Tenet, déjà, là, je suis un des seuls, je pense, à avoir fait une critique assez positive, je pense, au premier abord. Et je le maintiens, parce que je l'ai vu une deuxième et une troisième fois, et j'aime bien Tenet. Donc, alors oui, après, je comprends que ça puisse en repousser certains, qu'il y en ait beaucoup qui n'aient pas été pris par le délire. J'ai pris plus de plaisir à mon deuxième visionnage qu'au premier, et encore plus de plaisir à mon troisième visionnage qu'au deuxième. Donc voilà, Tenet, voilà, c'est peut-être une œuvre que je vais continuer d'aimer de plus en plus avec le temps, mais bon, après, si j'aurais une question, est-ce qu'un film a besoin d'être vu des dizaines de fois pour être apprécié? Ça, j'en suis pas sûr. Hein. Bah, j'ai envie de dire, en fait, ça dépend. Ça dépend. Il y a des films qui gagnent à être revus plusieurs fois pas parce que tu les comprends enfin, mais parce que tu as une autre grille de lecture sur le film qui enrichit en fait ce que tu avais compris à la base. Alors que là, dans Tenet, c'est pas forcément le cas. Enfin, là, c'est un film qui est tellement alambiqué et tellement mal expliqué qu'on ne comprend même pas les principes fondamentaux du film. C'est ça qui est dérangeant. Ouais, à la différence d'un autre film, je prends par exemple 2001 l'Odyssée de l'espace ou même Mulholland Drive, tu vois, par exemple, qui sont des films qu'on n'a pas forcément comprendre au premier visionnage. Enfin, ce que je veux dire, on va pas forcément tout comprendre, mais parce que ça joue sur du symbolisme et des métaphores qu'on n'a pas forcément tout de suite décryptées, mais ça n'enlève en rien l'appréciation qu'on peut avoir du film. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on comprend visuellement ce que le film nous raconte, je parle visuellement. Après, au niveau du fond, on peut y trouver des significations, des interprétations supplémentaires ou une interprétation qui enrichit le film. Alors que là c'est pas vraiment le cas. Là, il y a pas, enfin en tout cas dans Tenet, j'ai pas vu une interprétation, j'ai pas vu de métaphore ou de symbolisme qui pourrait raconter quelque chose de profond sur notre vision tu vois, sur notre perception du temps ou... surtout que le concept, et c'est là où je suis d'accord avec pas mal de critiques à ce niveau-là, c'est que Nolan a vraiment rendu le film compliqué pour pas grand-chose, parce qu'en fait l'histoire elle est super simple. C'est un film d'espionnage où il y a un méchant, et le méchant qu'est-ce qu'il souhaite récupérer, un algorithme. Alors l'algorithme, ça aussi, pour ceux qui l'ont pas compris, parce que ça aussi je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui sont passées à côté, l'espèce de gros matériau qu'on voit à la fin dans les bras d'Aaron Taylor Johnson qui vont se partager en trois. L'algorithme, c'est ça, c'est pas un bout de formule sur un papier, c'est un matériau divisé en 9 parties qui te permet en gros de devenir le maître du temps, de contrôler l'entropie des objets. Et donc voilà, t'as un gros méchant qui veut récupérer cet objet et il faut l'en empêcher. Et ensuite, dans cet univers, il y a des tourniquets à certains endroits. Et voilà, et ces tourniquets te permettent soit de toute façon, soit tu continues ta vie, tu vas en avant, donc dans le sens que l'on vit nous actuellement, ou alors tu prends ce tourniquet, et alors là, tu pars dans l'autre sens, donc tu remontes le temps. C'est le principe de rembobinage. Voilà. Mais c'est aussi simple que ça, sur le papier, et ensuite, il en a fait quelque chose d'assez compliqué à mon sens. Hein. C'est ça. En fait, je pense que ce qui est très compliqué dans Tenet, c'est parce qu'il multiplie les points de vue. Du coup, tu vois, on a le point de vue de John David Washington, le point de vue de la nana, le point de vue du méchant, et comme tous ces personnages vont et viennent dans le temps simultanément, qu'il y en a qui vont à l'endroit, d'autres à l'envers, etc. Et Robert Pattinson qui apporte aussi beaucoup de complexité aussi. Hein. Voilà, oui, parce que lui, on sait pas trop d'où il vient, on sait pas quand est-ce que son histoire démarre et tout, il y a que vers la fin du film. Bon, d'ailleurs, là, on est dans les spoilers, donc on peut le dire. Ah oui, c'est full spoiler, donc, vous l'avez compris, je pense, ça sera noté de toute façon. On comprend qu'en fait, il vient du futur, il a été envoyé par John David Washington pour pouvoir sauver le monde, quoi, en gros, pour pouvoir le recruter lui jeune,
et que de Robert Pattinson est sûrement le fils de Kate. Bah alors ça, oui, ça c'est une théorie qui traîne. Après, même là, en l'ayant revu, la troisième fois, j'y suis allé pour regarder aussi si je voyais des indices par rapport à ça. C'est plausible, non mais voilà, rien n'est sûr à 100%, mais c'est plausible parce qu'il a la même coupe de cheveux, la même couleur de cheveux, et qu'apparemment c'est lui qui connaît la date exacte à laquelle il faut remonter dans le temps par rapport à sa mère, tu sais, quand elle est sur le bateau, le 14. Le jour du 14, voilà. C'est lui qui connaît exactement cette date. Bon, voilà, ce serait plausible, quoi, pourquoi pas. Mais encore une fois, même en sachant ça, et en ayant cette information-là, bon, moi, ça n'apporte rien de plus émouvant dans le film, parce que finalement, moi, c'est ça qui me fait rire, là, c'est en train de se passer, là, sur les forums de cinéma, on est en train de tous élaborer des théories pour essayer de trouver un peu de richesse au film, et finalement, c'est ça qui est un petit peu dommage, quoi. J'ai l'impression qu'on essaye de créer un film en dehors du film, pour essayer de lui donner plus de valeur, tu vois. Alors que le film aurait dû suffire à lui-même. Là, je rebondis sur le carré, la Sator, que je te montre, que je vous affiche aussi à l'image, parce que... le fameux carré magique. On l'avait pas vu, il y a pas eu de communication avant le film sur ce genre de choses, mais voilà, en fait, c'est un carré, au final, où les mots, donc Sator, Arepo, Tenet et Opéra et Rotas, du coup, peuvent se lire un petit peu dans tous les sens. Et Nolan s'est servi de ces mots pour les intégrer à son film, à Tenet. Donc Sator, c'est le nom du méchant du russe. Arepo, c'est le nom, visiblement, du coup, de l'amant de Catherine, avec qui elle a fait donc toute cette histoire. Celui qui fait les faux tableaux. C'est ça, qui a fait le tableau, qu'elle a ensuite fait vendre à son mari pour lui soutirer 9 millions de dollars ou de je sais pas quoi. Tenet, donc Tenet, le précepte. L'opéra, qui est la scène d'introduction. Et Rotas, qui est le nom, Rotas Construction dans le film, qui est le nom du port franc à Oslo. Ouais, là où l'avion va s'écraser. Au final, tout ça, voilà, une fois que tu le sais. Bon, voilà, tu le sais. Ok. C'est le clin d'œil. Voilà, c'est quelque chose qui avait été découvert à Pompéi, apparemment. Enfin, bon, voilà. Faut le savoir, hein, quand tu vois le film, il faut connaître tout ça. Oui, mais de toute façon, après, comme tu le dis, c'est que ça sert à pas grand-chose. Donc là, c'est bien de le dire dans la vidéo, et certaines personnes l'ont certainement déjà dit dans d'autres vidéos. Oui. Mais bon, voilà, ça se fait un petit peu plus branlette, au final, parce qu'au final, ça sert à pas grand-chose. Donc voilà, donc je voulais qu'on puisse rebondir sur certains points qui sont assez complexes pour pas mal de personnes, donc comme l'algorithme par exemple, parce que je suis pas sûr que l'algorithme ait été compris par beaucoup de personnes. Donc comment fonctionnent les... Alors moi aussi, je vais rebondir là-dessus, moi j'ai eu un problème aussi durant mes premiers visionnages. Le système, le fait de remonter dans le temps, je voyais pas trop comment ça se passait. Il y a des moments ils ont le masque, il y a des moments ils ont pas le masque. Tu vois, il y a un moment lorsqu'il retourne voir Priya, un moment lorsqu'elle est un petit peu en balade, pèlerinage avec d'autres gens, juste avant le final. Du coup, là, il a pas de masque, alors que là, il est remonté dans le passé à ce moment-là. Ensuite, ça enchaîne sur la scène où il est sur le bateau en train de faire des tractions, et à ce moment-là, il a le masque. Mais du coup, voilà, il faut bien garder en tête que, en fait, vous avez le masque lorsque vous repartez en arrière, lorsque vous êtes en train de rembobiner vers le passé. Mais tu peux parfois rembobiner sur 2 jours avec ton masque, t'arrêter, enfin reprendre un tourniquet, te remettre à l'endroit, et donc voilà, au final, t'es revenu 2 jours plus tôt. Et à ce moment-là, donc, tu remets pas ton masque, par exemple. C'est ce qui a dû se passer dans cette scène que tu C'est exactement ça, mais ça, au final, c'est pas au premier visionnage que je l'ai compris. Il y a d'autres choses. Moi, l'élastique, au début, je sais pas si t'avais compris, lorsqu'il saute ils font l'effet inverse du rappel, pour grimper sur la tour et rencontrer Priya. En plus, t'as ce dialogue avec Robert Pattinson juste avant, où justement ils lui disent que il pourrait s'échapper à l'élastique, et Robert Pattinson lui dit bah non, au demeurant on pourrait y entrer. Moi à ce moment-là dans ma tête, vu qu'on m'a présenté juste avant le principe du fait d'avoir ces objets qui font les choses à l'envers avec les balles, moi je pensais que, tu vois, le rappel, c'est bête, mais je pensais que en fait ils avaient utilisé ce principe pour faire une descente en rappel, mais à l'envers. Tu vois, alors qu'en fait... mais pas du tout, tu vois. Et donc c'est pour ça, t'as plein de choses complexes comme ça dans le film, qui rendent le récit très compliqué, et les dialogues aussi. La scène avec Michael Caine, c'en est un exemple pour moi qui est parfait, parce que c'est une scène où tu comprends pas grand-chose de ce qui est en train de se passer, donc au final t'avances, et c'est pour ça que Tenet perd beaucoup de personnes sur son passage, parce que ce soit visuellement ou dans les dialogues, il y a plein de moments où le spectateur n'arrive pas à comprendre tout ce qui est en train de se passer, et à la fin où tu dis bon bah voilà, tu décroches, quoi. Foutu pour foutu, hein. Non mais voilà, c'est ça. Non mais je pense que le problème c'est que le mec va trop vite. C'est-à-dire que je pense que Nolan, il est dans sa tête. Dans sa tête, c'est parfaitement clair, à mon avis, hein, c'est même sûr, voilà, c'est parfaitement clair, fluide et tout, mais sauf le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à
à vulgariser, on va dire, son concept et à le rendre compréhensible, à le rendre accessible. Et du coup, ça me fait l'effet, tu vois, ça m'a fait penser un petit peu à l'école, ça m'a fait penser au prof de maths. En fait, Nolan, ce serait peut-être un mauvais prof de maths, tu vois, par exemple. Moi, ce que je considère être un bon prof de maths, c'est quelqu'un qui va réussir à transmettre son savoir à la grande majorité de ses élèves, tu vois, à faire comprendre. Il n'a pas réussi à se mettre à la place du spectateur. Non, je trouve qu'il n'a pas réussi à rendre compréhensible son concept pour le plus grand nombre. Voilà. C'est-à-dire que si t'es pas ambidextre du cerveau, c'est un petit peu... voilà, tu risques d'être un peu perdu. À mon avis, c'est pas un film pour les littéraires, c'est peut-être plus un film pour les matheux, tu vois, ou ceux qui ont fait un peu de physique quantique, je sais pas, qui ont l'habitude de réfléchir comme ça. Moi, c'est peut-être, voilà, je l'avoue très franchement, c'est peut-être mes limites, c'est peut-être la limite de mes capacités intellectuelles, mais je trouve que c'est là où Nolan, qui pourtant est un réalisateur qu'on adore, tous les deux, et qu'on défend très souvent, voilà, moi j'ai aimé même tous ses films, à des degrés différents, mais j'ai aimé tous ses films, et là, c'est vrai, là pour moi, c'est le premier où je suis ressorti vraiment déçu, où là je me suis dit, ouais, il t'a laissé un petit peu de marbre. Non, mais il est allé trop loin dans son délire. Moi, là où d'habitude j'aime bien le suivre dans ses délires, comme dans Inception ou Interstellar, où ça part assez loin quand même, voilà, on parle de trous noirs, etc., mais là... je trouve que non, il est allé trop loin et il n'a pas réussi à rendre vraiment ludique son concept. Et en fait, c'est que c'est durant tout le film, parce que même si tu compares par rapport à Interstellar, parce qu'Interstellar, t'as aussi ce truc un petit peu tiré par les cheveux de voilà, cette équation qui va servir à résoudre le problème de la gravité. Au final, cette équation, c'est un petit peu l'algorithme aussi dans Tenet. C'est quelque chose, en tant que spectateur, tu sais pas trop comment ça se matérialise, tu sais pas trop comment ça va fonctionner. Abstrait, c'est un truc mais voilà, après tu vois, Interstellar, c'est vraiment, ça arrive à la fin avec ce monde en 4ème ou en 5ème dimension. Là, Tenet, c'est durant tout le film. Donc ça veut dire que t'as un film de 2h30 où tu peux être paumé, mais vraiment quasiment de A à Z. Et donc là, c'est assez compliqué. Heureusement que le film est rythmé d'ailleurs. Parce que ça, par contre, il y a une chose qu'on peut pas retirer à Tenet, c'est ce que moi je l'ai vu 3 fois en une semaine. Même au bout du 3e visionnage, il n'y a pas un seul moment où je m'ennuie devant Tenet. C'est un film qui est très rythmé, qui est spectaculaire aussi. Donc c'est pour ça aussi que voilà, moi j'y trouve beaucoup de qualité. Les points noirs sur la complexité du film, je commence à les corriger petit à petit personnellement parce que je l'ai vu plusieurs fois. Mais bon, après, c'est pas pour autant que c'est une bonne chose. Après, l'autre chose, moi, qui m'a refroidi, et c'est le cas de le dire, c'est le côté froid du film. Donc au niveau des personnages, au niveau des couleurs, bon après, voilà, c'est un film qui va se dérouler dans les pays de l'Est ou dans les pays du Nord. Donc de toute façon, on va le voir, au niveau des couleurs, je vais vous passer plusieurs images, hein, et je les mettrai aussi quand tu verras. Il y a quasiment tout est soit gris, marron ou bleu. Tout est comme ça. Tu vas sur le bateau de Kenneth Branagh, les fauteuils sont en gris, les coussins sont en bleu, t'as l'eau bleue qui est derrière, le bateau est naturellement marron. Lorsqu'ils sont à Oslo, dans la scène de combat avec où David Washington se bat contre lui-même, le sol est marron, les murs sont gris, lui est en costume bleu, Robert Pattinson est en costume gris, tout est dans ces tons de couleurs, mais voilà, après t'as cette froideur dans ces couleurs, et au niveau des personnages, surtout au niveau des personnages, c'est ce qui fait que tu vas avoir pas beaucoup d'attache au final avec toute cette histoire. Il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de revoir Tenet parce que voilà, au final ils n'ont pas retrouvé cette petite attache qui fait j'ai envie de comprendre le film, donc j'y retourne. Ouais. Oui, non, mais c'est ça d'ailleurs aussi la grande différence avec Inception ou Interstellar, c'était tout l'aspect émotionnel du film. C'est-à-dire, tu parlais de l'équation dans Interstellar qu'on n'arrive pas à visualiser nous, parce que voilà, mais à la limite on s'en fout parce que finalement le film ne se repose pas là-dessus. Enfin, c'est pas l'essentiel du film. Oui, c'est la clé pour sauver le monde, mais finalement c'est pas important de comprendre ou de savoir comment cette équation fonctionne, quoi. C'est juste le but que les personnages poursuivent. Et ce qui est intéressant, c'est tout le voyage qui les amène à trouver cette équation, le voyage émotionnel, etc. Alors que là, justement, dans Tenet, le voyage est illisible. En fait, le voyage est complexe pour rien. Et en plus, je trouve qu'un autre élément que je trouve très dommage dans Tenet, c'est que Christopher Nolan, il établit, si tu veux, ses règles de son concept en y incorporant des contraintes. Tu vois, c'est-à-dire, on ne peut pas... il faut un masque pour respirer quand on est dans le sens inverse. On ne peut pas se toucher peau contre peau, sinon on risque de s'annihiler mutuellement, etc. Et finalement, à aucun moment, il joue vraiment sur ces éléments-là pour créer du suspense. C'est vrai que le masque, il n'y a que le moment où ils retournent en arrière sur l'autoroute,
où John David Washington va voir son accident, il va vite remettre son masque, mais voilà, il n'y a pas de moment de tension, comme tu le dis, voilà. à ce sujet. Non, c'est ça qui est un peu bizarre. Tu te dis pourquoi il a créé toutes ces règles si c'est pas pour jouer avec à un moment donné dans le film, tu vois. Et voilà, il n'y a aucune tension, il n'y a aucun suspense. Bon, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Du coup, maintenant, on va essayer de parler un petit peu plus des acteurs et des personnages. Alors toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce quatuor d'acteurs? On peut commencer par parler de John David Washington et de Robert Pattinson. Bah écoute, moi j'ai trouvé John David Washington plutôt, en fait, très bien, quoi. Je l'ai trouvé très bien. Fort physiquement aussi, parce que moi, il y a une scène qui m'a impressionné, c'est la scène de baston dans la cuisine. Ouais. Pareil, qui est très grise aussi, qui est tout gris d'ailleurs. Voilà, celle-ci, je trouvais que physiquement, et à un moment on le voit aussi torse nu, je savais pas qu'il était aussi, aussi prêt pour ces scènes. Hein. Et bah, à ce qui paraît, je l'ai appris récemment, c'est à la base, il a fait beaucoup de football américain. D'accord. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que physiquement, il était déjà apte à faire ce genre de scène. Et puis surtout, au-delà de ça, moi je l'ai trouvé plutôt très sympathique et assez charismatique. Et je trouve qu'il s'en sort vraiment pas mal du tout par rapport à ce qu'on lui donne à manger comme personnage, par rapport à par rapport à ce qu'il doit incarner comme personnage, qui est quand même assez creux, quoi, en termes de personnage. Et Robert Pattinson, bah écoute, je l'ai trouvé normal, quoi. Enfin, moi je l'ai trouvé bien aussi, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était lui qui crevait l'écran, et en fait je trouve pas plus que ça non plus, quoi. Ils sont tous très bien pour moi, mais je trouve pas que Robert Pattinson est au-dessus de tout le monde non plus. Ah non, moi non plus. Mais encore une fois, mais parce que son personnage est totalement creux, quoi. Robert Pattinson, c'est un mec qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe dans le film. Ouais, après plus de complexité autour de lui, mais... Ouais, je sais pas, j'ai pas compris ça. Il reste un petit peu mystérieux, on arrive à comprendre au bout d'un moment qu'on n'a pas toutes les infos sur lui, mais finalement il a rien à développer, malheureusement, il a rien à vraiment jouer de vraiment captivant, ce personnage. Et puis Kenneth Branagh, moi je l'ai trouvé trop ultra caricatural. Après, moi je trouve que le personnage est caricatural. Après, je trouve pas que sa performance, pour moi je trouve qu'il fait, il fait bien le taf pour moi, mais je pense qu'on lui a demandé de jouer ce type de personnage. Donc il le fait très bien, mais après c'est du vu et du revu. Ouais. Et t'as certaines scènes où t'entendais des petites personnes sourire dans la salle, le moment où il tape Elisabeth Debicki, où il commence à s'énerver, où t'es vraiment en caméra contre-plongée, où il commence à se comparer à un tigre, etc. Tu dis ça, il y a un petit peu too much. En plus t'as la musique aussi, la musique de Goranson là qui commence à simuler. Qui s'est endormi sur son bouton de... En fait c'est ça, et ça arrête pas de s'en remettre toutes les 2 secondes, ça simule au fait des battements de cœur, et t'as un endroit comme ça où tu dis ça fait un petit peu too much, et c'est assez étonnant du coup. Mais sinon après moi Kenneth Branagh, je trouve qu'il fait le taf. Après c'est toujours le même sujet, est-ce qu'il aurait fallu prendre un vrai russe plutôt qu'un américain qui fait le russe? C'est toujours pareil. Anglo-russe apparemment, je crois. Oui. Donc ça va, ils ont essayé de justifier le truc. C'est ça, anglo-russe il me semble. D'ailleurs t'as aussi ce côté aussi sur la froideur des personnages au niveau des anglais, parce que lorsqu'il rencontre Michael Caine, on voit que Michael Caine le prend vraiment de haut par rapport à son costume. En gros on s'habille pas comme ça. Lorsque John David Washington veut repartir de ce restaurant avec son plat, on lui dit non, c'est pas possible. Et donc même au niveau de tout le monde, il y a une froideur qui se dégage au niveau de tous les personnages, qui fait que t'as pas vraiment d'attache pour qui que ce soit dans cette histoire. Et même Elisabeth Debicki au niveau de son histoire avec son gosse, etc. Ça m'a pas plus touché que ça. Hein. D'ailleurs, ça aussi, s'il y en a qui n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'Elisabeth Debicki, en gros, a vraiment la haine contre son mari, donc c'est parce que son mari a une emprise sur elle par rapport au faux tableau qu'elle a voulu, qu'elle lui a vendu suite à sa liaison avec Arepo. Et du coup, Kenneth Branagh lui a fait une proposition à ce moment-là, en gros, suite à tout ça, de partir. Il lui a proposé de partir, qu'il la laisse tranquille, mais qu'elle lui laissait son enfant. Et du coup, elle a déjà mal pris la proposition, mais en plus de ça, ce qu'elle dit aussi, c'est qu'il a vu sur mon visage que j'ai envisagé d'accepter, donc de délaisser son enfant
tellement elle se sentait emprisonnée dans cette relation qui était toxique. Et donc ça, voilà, c'est ce qui fait que ce personnage a la haine et qu'elle a envie de tuer son mari. Mais ça aussi, voilà, c'est les petites choses que tu comprends très facilement ensuite, mais au premier visionnage, avec toutes les informations que tu bouffes, voilà, ça se bouscule trop, t'as des ça petites va subtilités comme ça que tu comprends pas forcément avec tous les dialogues qui sont pompeux, voilà. Alors par rapport à son personnage, parce qu'il y a aussi certains éléments autour de son personnage que pas mal de personnes n'ont pas compris, c'est vers la fin donc, tu sais, quand elle se voit sauter du bateau, Oui. on se demande qu'est-ce qu'elle va devenir. En fait, celle qui monte, celle qui arrive par le petit bateau, celle qui revient, qu'est-ce qu'elle va devenir. Il va y avoir deux Elisabeth Debicki dans cette timeline, dans cet univers, on va dire. On est d'accord, qui vont à un moment donné coexister. C'est ça. Bah après non, parce que du coup la seule Elisabeth Debicki qui s'en va avec le corps de Kenneth Branagh peut reprendre enfin non, elle peut juste retourner dans le passé. Tu peux pas aller tu peux pas aller plus loin dans le futur du coup. Non, donc, là c'est celle qui tue Kenneth Branagh, elle va continuer sa vie, retrouver son fils normalement, pendant que son elle du passé va en fait finalement vivre tout ce qu'on a vu dans le film et faire une boucle pour en revenir ici à tuer Kenneth Branagh sur son bateau. Donc là, c'est une boucle temporelle. On parle de voyage temporel, mais au final, vous pouvez que retourner dans le passé. Tu peux pas aller plus loin dans le futur avec ce concept. Ça aussi, enfin tu peux, mais non, tu peux même pas. C'est que si t'es, non, c'est que c'est juste, tu vas à l'envers. C'est que tu recules. Bah, en fait, c'est le paradoxe des boucles temporelles, c'est-à-dire qu'il y a quel est le personnage qui va en sortir à un moment donné, puisque comme c'est une boucle. Et en fait, le personnage de Elisabeth Debicki, celui de la fin qui tue Kenneth Branagh, elle va continuer. Elle va aller dans le futur, puisqu'elle va élever son fils qui va grandir, qui va devenir normalement Robert Pattinson, d'après la théorie la plus répandue sur le film. Bah ça c'est quand les Blu-ray sortiront, je pense que quand le Blu-ray sortiront, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont vraiment se jeter dessus et qui vont essayer de creuser cette théorie. Là avec la version cinéma c'est un peu compliqué. Et donc voilà, donc il y a vraiment un futur, mais de toute façon, même dans ce futur, il va y avoir une boucle temporelle, puisque dans ce futur, Robert Pattinson qui va grandir, enfin ce garçon qui va devenir Robert Pattinson, va lui retourner dans le passé pour refaire toute cette mission. Enfin, c'est tout ça en fait, Tenet, quoi. C'est une gigantesque boucle temporelle. Mais un petit peu froide, un petit peu creuse et un peu illisible. Parce qu'au final, la seule scène d'émotion qu'on a aussi dans le film, pour la vraie scène d'émotion, c'est quand les deux personnages se séparent à la fin, Robert Pattinson et John David Washington. Alors du coup, à ce moment-là, pour tous ceux qui n'ont pas suivi aussi toute cette histoire, on voit au tout début du film, durant la scène de l'opéra, un homme avec une balle inversée qui sauve John David Washington. Cet homme, lorsqu'il se retourne, on voit un petit cordon orange sur son sac. À la fin du film, lorsque donc Aaron Taylor Johnson et John David Washington sont dans les sous-sols de l'endroit où il y a tout ce gros Call of Duty encore une fois, on voit un homme, l'homme qui va réussir à leur ouvrir la porte. Donc, qui va réussir à crocheter la porte pour leur ouvrir, va se prendre une balle dans la tête, et on voit aussi sur son sac qu'il y a un cordon orange, et ce cordon orange, on voit à la fin que c'est Robert Pattinson. Donc Robert Pattinson, c'est un personnage qui rembobine très souvent, visiblement, et donc voilà, t'as cette scène où les deux personnages vont se séparer à la fin, qui se doit d'être le pic d'émotion de l'œuvre, sauf que le problème, c'est que même si, j'aime bien les deux personnages, mais au final, leur alchimie, leur liaison, elle est pas non plus assez forte, et on les voit pas assez. Tu vois, quand Robert Pattinson te dit « T'inquiète pas, on va faire les 400 coups, etc. » c'est peut-être ce genre de choses qu'on aurait peut-être voulu voir aussi, pour s'attacher à ça et à ressentir de l'émotion durant ce final. Ouais, c'est ça qui est énervant avec Tenet, c'est que j'ai l'impression que le meilleur film, il est en dehors du film, tu vois. La meilleure partie de l'histoire, elle est en dehors de ce qu'on nous a montré. C'est-à-dire que là où le film se termine, c'est là où on aurait presque voulu que le film démarre. Au final, le film est quand même très axé sur la mission. Au final, il est très axé sur la mission et pas sur les liaisons, les relations entre les personnages. Non, pas du tout. C'est pour ça que là, comme je disais, sur Internet, les gens sont en train d'élaborer en fait carrément un autre film, et c'est en train d'essayer de créer comme une excroissance du film pour essayer de se convaincre que le film est bien, tu vois. Alors que ce n'est pas, tu vois, s'il faut imaginer un autre film pour apprécier le film qu'on a vu, c'est quand même un peu dommage, quoi. Et donc, juste pour terminer sur ce que tu disais par rapport à Robert Pattinson, donc, à la toute fin du film, quand il quitte John David Washington, on comprend qu'en vérité, il va
à l'opéra. Il va à l'opéra, donc en gros à la fin du film... Encore une fois cette boucle. Voilà, c'est ça. Voilà, à la fin du film, Robert Pattinson va se rendre à l'opéra pour aller sauver le protagoniste du coup. Et donc là, Tenet, c'est pareil aussi, c'est une boucle comme le titre, qui peut se lire dans les deux sens au final. Et on a aussi d'ailleurs, je sais pas si toi t'as fait attention à ça, parce que j'ai vu ça sur internet à un moment, comme quoi certains dialogues pouvaient se lire à l'envers. Alors, je sais pas ce que vous voulez dire, j'en ai noté deux, parce qu'à un moment, à mon troisième visionnage, à un moment j'ai regardé ça, c'est au moment où ils retournent à l'aéroport, où ils sont à l'envers du coup, où ils pour aller sauver Elisabeth, pour aller dans le tourniquet temporel, ouais. Pour retourner là-bas, en fait, t'as deux dialogues, quand il va voir John David Washington, qui est en train de saigner, qui met sa veste. Ouais. Alors, t'as quoi ? T'as Robert Pattinson qui lui dit, en gros, tu saignes, fais voir. Et au final, tu vois, t'as plein de petits dialogues où ça pourrait être l'inverse, tu vois. Fais voir, tu saignes. Et l'inverse aussi, un moment après, John David Washington, juste après, va lui dire, attends ici, j'y vais. Ça peut être aussi, j'y vais, attends ici. Ah ouais. Et donc je me demande, ça aussi, faudrait que je le revoie une quatrième fois, s'il y a pas eu si Nolan s'est pas contraint à certains moments dans une écriture à écrire, où les phrases peuvent s'interchanger et rester quand même compréhensibles. Mais du coup, du coup, il se complique la vie, mais après ça pourrait être du Nolan, parce que Nolan c'est un mec qui va va vraiment travailler dans le détail ses œuvres, et c'est vraiment le genre de choses sur quoi il aime bien se pignoler, quoi. On va pas se mentir. Ouais, mais je trouve que jusque-là, c'était quand même toujours au service d'une histoire forte, de l'émotion de ses personnages, et voilà, quand tu vois la trilogie Dark Knight, Interstellar, Inception et tout, c'est quand même le Prestige. Putain, c'est toujours un parcours émotionnel assez fort pour ces personnages. Alors que là, si c'est juste de la branlette de mathématiciens, enfin tu vois, moi Tenet, c'est ce que j'appellerais un film théorème de Pythagore, quoi. C'est un film théorème. Est-ce qu'aujourd'hui Nolan n'a pas envie de proposer ça ? Parce que là aujourd'hui, voilà, vu que nous on connaît bien sa filmographie et les dates de sortie, etc. Moi j'ai l'impression que là sa filmographie est en train de prendre un troisième tournant, c'est un troisième acte. Donc on a eu le début. On pourra appeler ça pour le début de Following, jusqu'à peut-être Le Prestige, où là on avait vraiment des films qui reposaient beaucoup sur leur concept, ou leur manière de raconter les histoires. Bon, Batman Begins, peut-être la première heure de film avec tous ces flashbacks. Ensuite, je trouve qu'à partir de The Dark Knight jusqu'à Interstellar, on a des œuvres, et moi c'est mes films préférés de Nolan d'ailleurs, où on a plus laissé part à de l'émotion. Donc The Dark Knight, Inception, The Dark Knight Rises, Interstellar, et là on a l'impression, voilà, que ce soit Dunkerque ou Tenet, on a l'impression que tout ce côté émotionnel, Nolan, il en a un petit peu marre. Et du coup, on a des films qui se reposent vraiment essentiellement sur leur concept. Ouais. Oui, peut-être. Après, moi, je trouve que Memento... Enfin, on a comparé Tenet à Inception énormément, mais finalement, moi, il m'a plus fait penser à Memento, dans le sens où Memento aussi, je trouvais, même si il est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs films de Nolan et comme un chef-d'œuvre et tout. Bon, pas pour moi, parce que quelque part, Memento, ça se repose aussi énormément sur la mécanique de son concept. Du héros qui va aussi, lui, quelque part, aller à l'envers pour essayer de récolter toutes les informations, etc. Mais du coup, c'était souvent, je trouve, au détriment d'une émotion et de l'humanité de ces personnages. Bon, moins que dans Tenet, d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que Nolan a toujours voulu... ce qui l'excite le plus, c'est pas forcément l'émotion de ces personnages, mais peut-être de construire son film comme un immense échiquier, tu vois, et de construire comme une espèce de mécanique hyper bien huilée, comme une horloge. Et après, peut-être, au final, il essaye de rajouter quelques éléments émotionnels, de raconter quelque chose sur ces personnages. Peut-être. Bon, après, Inception, je trouve que c'est assez brillant sur tous les points, et que là il a rien laissé de côté. En fait, quand tu vois Tenet, je disais justement dernièrement que je réévalue un petit peu Inception à la baisse, parce que quand tu l'as vu plusieurs fois, tu vois que c'est un film qui s'explique quand même beaucoup. À la hausse, tu veux dire, à la hausse Non, alors moi je le revoyais à la baisse quand je l'ai revu il y a pas longtemps, parce que j'en ai fait une critique sur la chaîne, et je trouve que les personnages s'expliquent beaucoup, c'est par la voix haute, t'as l'impression qu'à chaque fois on réexplique au spectateur à chaque fois ce qui se passe, mais c'est vrai qu'au premier visionnage t'as besoin de ça, et là le fait d'avoir vu Tenet, je
revois un petit peu Inception à la hausse, finalement, en me disant, bah, au final, Inception, il s'en est quand même brillamment sorti, parce que tu sortais de ton premier visionnage en te disant, waouh, c'était ouf, je sens qu'il y a des subtilités, mais j'ai compris ce qui se passait, et peut-être qu'en le revoyant, je vais peut-être le comprendre différemment, et c'est ça aussi la beauté d'Inception, alors que là, bon, Tenet, il y a plein de personnes qui ont jeté l'éponge. Hein. Oui, bah, surtout dans cette dernière partie de Call of Duty, où on n'a toujours pas compris comment fonctionne l'équipe bleue, l'équipe rouge. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a deux équipes. Oui, en fait, c'est ça. À quoi ça sert, quoi. Là, au troisième visionnage, je comprends qu'il y a une équipe qui a H-1, donc 1h-1, enfin H-1, et une autre équipe qui a H+1. Les deux équipes vont se rejoindre, parce qu'il y a une équipe qui avance et une équipe qui retourne. À 10 minutes, du coup, les équipes se rejoignent. À ce moment-là, c'est là où la bataille commence. À 5 minutes, donc à M-5 et M+5, on a... C'est là où les deux temporalités se rejoignent, en fait. Bah, en fait, c'est là où il va à la scène où ils vont tirer au lance-roquettes sur le bâtiment. Sur le bâtiment, c'est pour ça qu'il explose deux fois. C'est parce qu'il explose une première... En fait, les deux équipes tirent sur le bâtiment, pratiquement au même moment. C'est pour ça qu'on a le bâtiment qui était déjà détruit, parce qu'on est du point de vue de ceux qui reculent, il me semble. Non, ou ceux qui avancent. Non, ceux qui... On est du point de vue des bleus, mais après, je crois que ceux qui reculent. Voilà. Et c'est pour ça que l'immeuble se reforme pour après se redétruire. C'est super bien foutu, d'ailleurs. Oui, ça, c'est extrêmement bien foutu, mais c'est vrai qu'on se disait, à quoi ça sert à quoi ça sert d'envoyer une équipe en avance? Enfin, oui, à quoi ça sert? Pour avoir des informations et les transmettre à l'autre équipe pour qu'ils puissent bénéficier d'un certain avantage sur leurs ennemis, quoi, et sur le terrain le champ de bataille. C'est la grosse zone de flou que j'ai encore aujourd'hui. Mais voilà, mais moi ce que je comprends pas, c'est que si l'équipe bleue est partie en avant, l'équipe bleue, 1 heure avant l'équipe rouge, pour pouvoir leur fournir un briefing, pour les prévenir, ça veut dire que la première fois qu'ils sont partis solo. Et c'est que quand ils inversent le temps, qu'ils sont mélangés avec l'équipe rouge. Je vois pas. Ah non, mais c'est vraiment le final, je vois pas. Et t'as presque envie de dire, en fait, tu comprends pas à quoi ça sert, quoi. T'as juste envie de dire, bah écoutez, envoyez une équipe bleue, elle fait son taf, elle revient, elle va se coucher, elle va dormir, et puis après on envoie l'équipe rouge qui va bénéficier de leur repérage et niquer tout le monde. Voilà, à quoi ça sert que les deux se confondent? C'est plus confusant qu'autre chose. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle. En fait, il y a une scène du coup qui est vachement importante par rapport à ça, c'est que tu vas avoir le briefing d'Aaron Taylor Johnson avant. Où là, celui-ci, tu vois, je suis pas assis au fond de mon siège dans le fauteuil au cinéma, je me mets en avant comme ça, la deuxième, troisième fois, pour essayer de comprendre vraiment, je me mets en concentration maximale, et à chaque fois, je comprends des petits trucs en plus, mais je sens qu'il faut que je l'écoute au moins 10 fois pour comprendre vraiment l'intérêt de la mission, l'intérêt d'avoir deux équipes, une bleue, une rouge, qui vont se confronter. Et voilà, moi, c'est encore la grosse zone de flou que j'ai avec le film, et ce qui fait que je l'aime, mais le final, j'ai encore du mal. Hein. Alors, il y en a qui vont te dire que l'intérêt, justement, c'est Robert Pattinson qui, au bout d'un moment, va changer de braquet et va aller à l'encontre, enfin, va aller dans l'autre sens. En fait, il va voir qu'ils ont besoin d'aide, donc lui, il va changer de sens. Donc lui, il va pour les sauver et prendre une balle à la place de l'autre pour leur permettre de... alors même pas, parce que du coup, t'as deux Robert Pattinson, hein. T'en as un qui est au sous-sol, en gros, qui va leur ouvrir la porte et qui va se prendre une balle. Donc lui, il meurt là. Ouais. Mais t'as l'autre Robert Pattinson qui, lui, conduit la voiture en haut. C'est ça. Et qui va les sortir de là. Donc au final, lui, le fait qu'il ait changé de sens fait qu'on va se retrouver avec deux Robert Pattinson. Et il y en a un qui va à l'opéra ensuite derrière, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, après, t'as le truc de boucle, et en fait, il va aller à l'opéra, mais ensuite, il va revenir. Et il va remourir. Et il va mourir, du coup, à la scène devant la porte, mais en passant avant par le tourniquet, ce qui fait qu'il y en a encore un ensuite qui retourne à l'opéra. C'est la boucle temporelle. Et donc voilà, t'as un système de boucle qui se met en place. Mais voilà, en fait, tout ça, je trouve, il y a une complexité qui est vraiment... Mais après, par contre, le final, moi, je le trouve très spectaculaire. Le fait de voir les explosions à l'envers, etc., il y a des images qui me restent vraiment en tête. Mais regarde, l'inversion des images. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau, on l'a déjà vu dans plein de films, c'est pas non plus incroyable. Oui, c'est bien fait, parce que les effets spéciaux sont invisibles, et parce que les deux, finalement, sont mélangés. Ceux qui vont à l'endroit, ceux qui vont à l'envers, les deux temporalités se mélangent bien, harmonieusement, enfin, voilà, les effets spéciaux sont invisibles, mais c'est pas aussi, comment te dire, c'est pas aussi jouissif ou ludique qu'un Matrix, tu vois, par exemple, ou même Inception, où là, il joue avec les codes de ce qu'il a mis en place dans son concept,
Et il fait vraiment plaisir aux spectateurs dans des scènes galvanisantes, tu vois, dans Matrix, etc. Tu vois, on prend plaisir. Alors que là, je trouve qu'on prend même pas plaisir, on s'en fout, quoi. Enfin, on prend pas un plaisir cinématographique à voir ces scènes d'action, si ce n'est qu'on se triture le cerveau pour essayer de comprendre la lisibilité de ce qui se passe à l'écran. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'en fait, tu ressens pas de tension durant ce final. Tu ressens pas de tension parce que t'as pas peur pour les personnages. Tu comprends pas ce qui se passe. Non. Tu comprends pas ce qui se passe, donc au final, tu comprends pas le danger, quoi. Bah ouais, voilà, où est le danger? Enfin, je vois pas comment une personne peut ressentir vraiment des grosses émotions devant ce final, de la tension, de la peur pour les personnages, parce que tu comprends pas ce qui se passe. Alors après, voilà, tu te reposes sur quoi? Sur le fait que c'est spectaculaire. Donc, bah, serre-nous ton truc, Christopher, mais bon, après, est-ce que ça m'intéresse plus que ça? Bah, je me pose encore la question. Il y a tellement d'informations. Ouais, non, c'est... Ah oui, non, mais c'est... Ouais, je t'ai dit, moi, ma femme, c'est pas pour... je veux pas la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Au contraire, elle est très intelligente, ma femme. Mais ma femme, elle a vu le film, moi, je suis retourné le voir avec elle. Et en sortant de la salle, elle m'a dit, donc, en fait, l'équipe bleue, ce sont exactement les mêmes personnes que l'équipe rouge. Moi, j'ai compris ça au premier visionnage. Alors, j'ai dit non, mais je comprends que tu me dis ça. C'est tellement alambiqué que... bon... Donc chacun, non mais en fait chacun va être perdu à sa manière. Je pense que ça, tu penses ça parce que t'as la scène de combat qui est très bien, enfin moi à mon sens qui est très bien, la scène de combat de John David Washington qui se bat contre lui-même. Ouais. Donc tu vois, en fait vu qu'on te présente ça, tu te dis bon bah le final à la plus grande échelle humaine, ça va être une équipe qui va se battre contre la même équipe. Vu que là c'était une personne contre une personne et au final bah, c'est pas du tout ça. Donc voilà. Mais on pourrait presque le croire parce qu'on voit tellement pas les personnages. Enfin, c'est tellement. Oui. Parce que même Robert Pattinson, il m'a fallu au deuxième ou au troisième visionnage pour voir où est-ce qu'il était à chaque fois parce que ils sont tous cachés, donc tu vois pas que c'est lui à chaque fois. Il y a que au moment où il va rentrer dans le tourniquet que tu te dis bon bah ça a l'air d'être lui. Globalement, t'en as pensé quoi toi de la musique et du son parce que ça aussi c'est un retour, beaucoup ce retour comme quoi le son était trop fort. Donc toi t'en as pensé quoi? Le son, je l'ai pas trouvé trop fort. Moi aussi. Il est fort, le son est fort. Oui, mais comme dans tous les gros blockbusters ou tous les gros films d'action. Bah c'est ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y a trop de son, peut-être, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties de la salle en disant ah non, il me faut des Doliprane, ça va pas. Moi le son, c'est peut-être le fait de pas être allé au cinéma depuis 6 mois, peut-être aussi, et de se dire ah au final le cinéma le son est fort. D'avoir oublié à quel point c'était intense. Mais ou alors ça vient peut-être du fait de la musique qui moi j'ai trouvé sans aucun intérêt, dans le sens où ça ressemble plus à du sound design qu'autre chose et il n'y a rien de mélodieux dans la musique, du coup ça relève encore plus d'émotions qui étaient déjà absentes du film. La musique est froide aussi. La musique, voilà, c'est du sound, c'est des effets sonores, quoi. Alors, oui, dans les films de Nolan, et notamment dans les compositions de Hans Zimmer, il y avait déjà un petit peu ces effets de musique, on va dire très moderne, un petit peu électronique, etc. Mais il y avait quand même toujours un thème, il y avait quand même toujours des parties mélodieuses qui venaient te chercher des émotions, tu vois. Il y a des moments dans le film où la musique sert bien l'action, j'ai envie de dire, ou sert bien la tension de certaines scènes, pourquoi pas. Mais ce n'est que ça, c'est chiant. Enfin, c'est que de la musique d'accompagnement de scènes d'action, mais que je trouve personnellement anecdotique, quoi. Les scènes d'action, tu les as appréciées, toi? Oui, bah techniquement, moi j'ai trouvé que Nolan c'était encore plus amélioré dans sa manière de filmer les scènes d'action. Alors pas dans la lisibilité, mais ça c'est autre chose, mais vraiment dans la manière de choisir ses cadres et voilà, comment filmer l'action, et notamment la scène de baston entre John David Washington et les Ruskov, les hommes de main de Kenneth Branagh dans les cuisines du resto. Celle-ci je trouve très forte. Voilà, celle-ci elle est très forte. Tu sens les impacts, enfin tu sens vraiment les coups de poing, c'est radical, c'est direct. Moi je trouve pas forcément mon pied en allant voir, dans les scènes d'action, en allant voir les films de Nolan pour les scènes d'action, quoi. Parce que quelque part Nolan c'est pas quelqu'un qui je pense prend du plaisir à chorégraphier vraiment des scènes d'action, à les rendre... Il veut pas faire des sbroufs, en fait, je pense, dans sa mise en scène. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le contexte des scènes d'action, c'est-à-dire de placer de l'action dans un contexte particulier, comme dans Inception, avec la gravité zéro, etc. C'est ça qui l'intéresse, comme là, avec Tenet, avec l'inversion du temps.
mais pas tellement de faire des scènes d'action comme on peut le voir dans Mission Impossible, dernière Mission Impossible avec Tom Cruise dans la scène des chiottes. Ouais, tu peux prendre le combat entre Matt Damon et Matthew McConaughey sur Interstellar, voilà. avec ce plan large en gros qui est juste un endroit, enfin c'est juste un combat pour montrer à quel point c'est personne sur une planète et à quel point ils sont paumés. Mais les combats, voilà, ne t'apportent pas quelque chose de jouissif en termes de chorégraphie. Ils sont pas filés. À la limite, le seul combat peut-être en termes de chorégraphie, vraiment quelque chose qui est travaillé, c'est peut-être Bane contre Batman. Oui, mais encore Crisis, où là vraiment ça raconte aussi quelque chose. Oui, voilà. Exactement. Mais encore une fois, ça reste quelque chose. Même c'est très réaliste. Enfin très réaliste. Très. Il n'y a pas d'esbrouf quoi. Il n'y a pas de chorégraphie. Ça saute pas dans tous les sens. C'est quelque chose de très frontal, très direct, très brut en fait, pour toujours. En fait, ancrer ces films dans quelque chose de tangible et de réaliste. Et de ne pas jouer sur des cabrioles, en fait, et sur l'esbrouf. Enfin, je dis l'esbrouf, c'est pas péjoratif, mais je pense que c'est comme ça qu'il fonctionne dans sa tête, Nolan, quoi. Quand il veut mettre en scène des scènes d'action, il essaye d'avoir une approche très, très réaliste et de ne pas en faire des caisses, comme on peut le voir dans des films de Jackie Chan, tu vois, par exemple. Mais le plaisir est ailleurs, en fait. Donc voilà, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, parce que j'avais noté 2-3 petites choses. Bon après voilà, la couleur, le bleu et le rouge, on voit, ça on en a parlé. Le bleu et le rouge qu'on voit d'ailleurs aussi sur les logos au tout début du film. Sur les logos. Avec Warner, oui. Le logo Warner qui apparaît en rouge, le logo Syncopy ou Syncopy, je sais pas comment ils le disent, qui apparaît en bleu. Et t'as aussi ça aussi, alors, je sais pas si t'as vu ça, le premier tourniquet que tu vas voir chez Rotas Construction. Ou non, chez Rotas Construction. Ah, chez Rotas. Il y a 2 petits panneaux rouge et bleu à l'entrée de la salle. Et quand les deux rentrent chacun de leur côté, Robert Pattinson et raison, David Washington, il y a 2 petits panneaux rouge et bleu. Après, t'as la salle. Après le combat sur l'autoroute, on a vraiment une qui est rouge, une qui est bleue. La scène sur l'autoroute, lorsqu'ils font leur plan pour aller bloquer donc le camion et les voitures, lui est sur un camion de pompier, John David Washington. Je crois que c'est du coup le camion rouge. Mais quand ils se parlent avec leur talkie-walkie, ils disent bleu à toi, jaune à toi, vert à toi. Donc là aussi, t'as encore ces couleurs que tu vas retrouver. Ça me fait penser, c'est marrant, ça me fait penser en fait à un jeu vidéo quand tu joues à The Last of Us par exemple, où toutes les échelles et tous les trucs à quoi tu peux t'accrocher sont jaunes. Là c'est pareil, t'as l'impression que le rouge et le bleu, voilà, c'est quelque chose qu'il a mis dans son film pour essayer de guider les spectateurs. Ouais, mais alors on se rend compte que tu vois même avec ça en fait. C'est-à-dire même en infantilisant son spectateur, en lui présentant des codes couleurs dignes d'un jeu Duplo, avec des couleurs primaires, même avec ça, il y est pas arrivé le pauvre. Donc, on doit vraiment être très con. On doit être vraiment très con pour Christopher. Bon alors du coup, moi conclusion, c'est vrai que voilà, même s'il y a beaucoup de points noirs, moi je sais que Tenet c'est un film que j'aime quand même beaucoup et que je reverrai, ça j'en suis persuadé. Mais où est-ce que tu le places dans ton classement des films de Christopher Nolan ? Est-ce que tu peux nous le révéler ? Alors ça je vous invite à aller voir la vidéo pour les 10 films, mais alors du coup sur un top 11, je le mettrai à la 6e ou 7e place. Il y aurait duel avec le Prestige. Pour l'instant, à l'heure actuelle, je préfère le Prestige. Après, avec le temps, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, les films que je préfère de Nolan, ensuite, c'est ceux où il va apporter bien plus d'émotion. Donc, Inception, The Dark Knight, Rises, que moi j'aime beaucoup, et Interstellar surtout, que je préfère. Et toi, du coup Écoute, là, pour l'instant, moi, je crois que je le place en avant-dernière position. Un peu dur. On verra peut-être avec le temps quand mon cerveau sera enfin ambidextre. Peut-être que là je dirais c'est extraordinaire en fait. Les gens qui vont à l'endroit vont à l'envers simultanément et c'est génial. Ça te fait pas du tout un œdème au cerveau. Non donc voilà le dernier celui que je mets en dernier, je crois que dans mon top j'avais mis Following. Donc en fait son tout premier. Moi aussi. Et d'ailleurs c'est drôle. J'ai mis son premier film en dernier. J'ai fait mon Nolan à travers mon classement de Nolan, quoi. J'ai fait un palindrome. Et donc, voilà. Non, mais pour l'instant, je le mets là, on verra avec le temps, mais tout simplement parce que c'est celui qui m'a le plus déçu, clairement, quoi. Par rapport à ce que t'attendais aussi. Par rapport à ce que j'attendais. Et d'ailleurs, on va conclure là-dessus, ça sera l'ouverture, mais est-ce que Nolan, il y a quand même une rumeur qui était assez persistante depuis longtemps, comme quoi Nolan réaliserait, et on sent qu'il a envie de le faire, de toute façon, il adore 007, qui réalise un film James Bond. Donc là, on dit souvent que Tenet, c'est son film James Bond. Ah bah clairement. Donc, il aura finalement réussi à faire un James Bond noir.
Aussi, alors déjà, il aura réussi à le faire, ça déjà c'est une belle avancée. Bah oui, parce que finalement il y a eu tout plein de discussions autour de Idris Elba qui aurait pu incarner l'agent 007, et finalement c'est pas lui qui le fera. D'ailleurs on sait pas qui va suivre. On sait toujours pas. Qui va prendre la relève. On va déjà attendre que le film sorte. Oui, on va déjà attendre Exactement. Et donc non, mais par contre Nolan a dit qu'il ne ferait jamais un James Bond. Pourquoi ? Parce que il a pas envie de se limiter dans les codes qui sont un peu imposés quand tu fais un James Bond. Moi je l'ai pas entendu dire ça, moi je l'ai vu, il voulait pas reprendre ce que ça avait été demandé, visiblement ça lui a été proposé pour No Time to Die, et en gros il avait dit enfin non, lui si il venait faire un James Bond, il fallait que ce soit le premier d'une nouvelle saga, enfin qu'il relance quelque chose qui puisse avoir carte blanche. Et en fait c'est là où je vais venir, alors Tenet a des retours plutôt bons au niveau de la presse, mais après au niveau des spectateurs, moi je sais avec mes amis avec qui j'ai été le voir, etc., et beaucoup de personnes, et les critiques sur YouTube, j'ai l'impression quand même que les spectateurs sont un petit peu plus froids par rapport au film. Et je me demande, même si Nolan donc récupère 007, est-ce qu'il aura autant carte blanche qu'il aurait pu avoir avant Tenet ? Est-ce qu'on va lui laisser autant aller dans son délire ? Et ça, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Je me demande si Nolan, avec Tenet, a pas grillé un Joker, en gros, qui lui permettrait d'avoir moins, et qui va lui permettre d'avoir moins carte blanche sur ses prochaines productions. J'ai envie de te dire, il faut attendre le résultat du box-office. Si le box-office il est flamboyant, il aura rien grillé du tout en Joker, et on lui donnera carte blanche. Par contre, si le film fait un four, ou si voilà, ses recettes sont décevantes, bon après il faut mettre en considération le Covid, évidemment, dans l'équation. Un peu pipé par le Covid, là. Voilà, mais bon, on va voir quand même qu'est-ce que ça donne comme résultat au box-office, mais honnêtement, je pense pas que ça l'intéresserait vraiment de faire un James Bond, même si il a toujours dit ça, il a toujours dit qu'il adorait la saga James Bond, et d'ailleurs ça se voit dans Tenet, hein, le mec a fait son James Bond, torturé, mais il a fait son James Bond. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être totalement libre par rapport au code du genre James Bond, et je pense qu'il ne voudra pas qu'on lui impose un certain cahier des charges qui est quelque part un peu, pas obligatoire, mais bon, il faut quand même rester dans les rails d'un James Bond quand on fait un James Bond. Même si on peut un peu détourner les... Vu dans quel délire il part maintenant, où t'as l'impression qu'il veut faire un petit peu ce qu'il veut avec Dunkerque et Tenet. Voilà. Donc voilà, bah écoute, l'avenir nous le dira. Alors en tout cas, pour conclure cette vidéo, encore une fois, c'est la troisième fois que je dis pour conclure, je vous invite donc à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu. On essaiera de continuer de faire autant de collaborations sur la chaîne. Vous avez vu que on avait accueilli Dirty Tommy aussi pour parler jeux vidéo dernièrement. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de David, à vous abonner, à aller voir ses vidéos. Donc voilà, ça parle, pour ceux qui connaissent pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent vu qu'on fait grosso modo la même chose et qu'on parle de cinéma, de critique cinéma. Toi tu vas avoir des formats long où tu vas pouvoir revenir sur la carrière de certains vidéastes, cinéastes. Ouais. Tu parles de moi sur ta chaîne? Écoute, pas encore, mais... Et du coup voilà, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de David, à vous abonner aussi à cette chaîne si vous découvrez tout ça. Et puis bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et on y répondra. Est-ce que t'as un autre mot à dire? Non, c'est fini. Non, c'est fini, c'est terminé. Au revoir, ciao, à bientôt. Bonne journée à vous, bonne soirée, à plus. Salut.